Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour justement, comme vous le voyez, on a fait un kill dans Heroes of the Storm. Et maintenant, dans ce From Zero to Heroes d'aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir que fait-on d'un kill. Que fait-on après avoir tué justement. On a une situation ici où on vient de tuer un adversaire, on vient de tuer un ennemi, le Alarak ennemi. Que peut-on faire justement dans Heroes of the Storm? Alors il va falloir être, bien sûr, c'est quelque chose de très important évidemment, puisque sur Heroes of the Storm, souvent c'est ok, là je dois faire ça, etc. Mais quand il y a un kill, il y a toujours cette question, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où par exemple les grands shoot callers vont pouvoir montrer un petit peu, et bien sûr en team c'est très compliqué, mais pour tous les joueurs, que faut-il faire justement au bout d'un kill? Ça, c'est le sujet du From Zero to Heroes aujourd'hui. La première question que vous devez vous poser après avoir fait un kill, alors bien sûr en early game, là on est sur un kill à peu près mid game, on est à 10 minutes de jeu, niveau 13 contre niveau 12, mais même bien sûr en début de partie, quand c'est le premier sang, on va pas se poser cette question là, mais naturellement vous devez vous dire, peut-on finir la partie? Est-ce qu'on peut finir cette partie? Est-ce que après c'est là où un shoot caller va justement être bon, c'est que parfois il sait qu'on peut finir, des fois non on le sait pas, des fois c'est pas certain, très souvent on se dit c'est pas forcément certain en late game par exemple, mais la première question qui doit vous arriver en tête c'est, peut-on finir la game? Peut-on prendre le corps? Peut-on récupérer justement le Nexus avec ce move, avec ce kill? Peut-on finir cette partie? Évidemment, à chaque fois, alors c'est vraiment les réactions que vous allez avoir par la suite. Parce que naturellement, la première réaction que vous devez faire, si jamais c'est un teamfight, il y a plusieurs kills potentiels. Et à ce moment-là, par exemple, là, si jamais il y avait quelqu'un d'autre, peut-être qu'on peut le tuer, continuer. Et après ces kills, après ce teamfight, après la phase de teamfight, c'est là justement qu'on se dit, peut-on finir? Parce que sinon, bien sûr, la première réaction, c'est de se dire, est-ce qu'on peut tuer d'autres personnes? Mais une fois le teamfight, la phase de teamfight terminée, la réponse, enfin la question que vous devez vous poser naturellement, c'est, peut-on finir la game? Une fois cette question posée, si c'est oui, bah on finit. Si c'est non, que se passe-t-il à ce moment-là? Peut-on prendre un T2 ou un T1? Premièrement, le T2. Le T2, c'est le fort qui garde justement le corps ennemi, hein, qui garde l'idole adverse. Donc c'est ce fort-là qui est susceptible de nous intéresser ici. Peut-on prendre un T2? Le T2 qui fait à ce moment-là spawn des catapultes sur les vagues de sbires. Une vague de sbires, normalement, c'est 3 sbires mêlés, 1 sbire mage et 3 sbires distance. À ce moment-là, ce sera exactement la même vague avec en ajout une catapulte. Donc est-ce qu'on peut justement finir un T2? Oui, non. Est-ce que s'il n'y a pas de T2, peut-on prendre un T1? Oui, non. T1 très important parce que sur la plupart des objectifs, sur toutes les maps en fait même, le T1 va avoir une importance, puisque si vous avez pris un T2 mais pas de T1, les catapultes ne popent pas. Du coup il faut prendre un T1, puisque l'objectif, quelle que soit la map, ici c'est Braxis, il y a des ergs qui vont arriver, bah les ergs ils vont s'enfoncer, ils vont s'exploser sur un T1. Alors si vous tombez le T1 avant et que vous sécurisez un objectif après, les ergs, boum, ils se dirigent tout de suite vers un T2. Donc voilà les questions que vous devez vous poser. Peut-on prendre un T2? Non. Oui, enfin oui ou non. Si jamais on peut pas prendre de T2, est-ce qu'on peut prendre un T1? Parce qu'on va vraiment stocker les deux ensemble dans l'idée justement, peut-on prendre des forts ennemis? Ensuite, si jamais la réponse est non, on ne peut pas le récupérer, il y a eu un seul petit kill, ça arrive, on ne peut pas prendre ce T1, il est encore trop, trop solide encore, on ne peut pas le récupérer. Peut-on à ce moment-là prendre l'objectif? Bon, là il y a un petit bug du mode spectateur, mais justement, dans ce genre de cas, c'est... Et on peut pas finir, on ne peut pas prendre de T2, c'est là que l'objectif nous intéresse. Parce que très souvent sur Heroes of the Storm, il y a deux écoles, c'est l'idée que justement il faut toujours gagner les teamfights, sauf que en fait gagner les teamfights c'est bien si tu fais rien avec l'objectif, si tu fais rien ça sert à rien non plus. L'autre école, c'est très souvent, on va dire d'erreur, c'est objectif, 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 objectif. Oui, mais l'objectif peut-être qu'il va vous permettre de gagner la game, c'est certain. Mais si vous pouvez accompagner l'objectif, le préparer par exemple en prenant un T2, un T1 au préalable, eh bien cet objectif aura plus de valeur, cet objectif aura plus d'impact. Donc justement c'est pour ça qu'il n'arrive qu'en 3ème position. Peut-on prendre l'objectif? La réponse, bien sûr dans l'état ici, la réponse est oui, on peut récupérer l'objectif et envoyer les vagues de zerg. Mais voilà, c'était qu'un petit support vidéo pour que ce soit interactif. Mais si jamais ce n'est pas possible de prendre l'objectif, à ce moment-là il faut se poser une autre question. Peut-on ouvrir les forts? On l'a vu sur l'exemple, enfin sur la deuxième option, c'était justement comment prendre le T2. Est-ce qu'on peut prendre le T2? Oui, non. Est-ce qu'on peut prendre le T1? Oui, non. Et justement dans la situation que j'avais évoquée, c'était non, le T1 est encore trop défendu. Donc à ce moment-là, on va plutôt se rabattre sur l'objectif. Mais si là, on ne peut pas prendre non plus l'objectif, il n'y a pas d'objectif, ça arrive qu'il n'y ait pas d'objectif. Par exemple, il n'y a pas de tribu à ce moment-là sur Valmody.
hop, c'est pas possible, il n'y a pas de balise par exemple sur Braxis à ce moment-là. Bon là à ce moment-là oui, mais imaginez qu'il n'y a pas la balise, bah, on peut pas prendre l'objectif. Donc à ce moment-là, peut-on ouvrir les forts? Je rappelle que le nerf de la guerre dans Heroes of the Storm, c'est l'expérience. Peut-on prendre les forts? Une ouverture de fort, ça se fait par les tours qui donnent de l'expérience, la porte ensuite qui va vous permettre de passer, mais la porte elle a moins de valeur puisqu'elle ne donne pas d'expérience, mais voilà, en préalable c'est les tours. D'ailleurs au passage, si jamais un jour vous faites attraper et que vous vous dites oui mais la porte c'est important parce que si jamais quelqu'un peut passer, on va dire par exemple un gavage de Stitches, il vous ramène derrière un Diablo, un Garrosh qui vous amène derrière les murs. Pensez plutôt à ouvrir justement en tuant les murs plutôt que la porte. Les murs ont moins de PV que la porte. Je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre à première vue, mais c'est comme ça. Donc voilà, très important. Peut-on ouvrir les forts? Oui, non. Peut-on récupérer les tours et récupérer l'XP pour justement fragiliser un éventuel T1? Et sur un prochain kill, bah, au lieu d'ouvrir le fort, il sera déjà ouvert et c'est le T1 qu'on peut récupérer. Notamment, petite parenthèse, sur certaines maps, par exemple Blackheart Bay, donc Baie du Cœur Noir, Sky Temple, donc les temples célestes. Eh bien c'est très important puisque, ou même Warhead Junction, hein, menace nucléaire, ouvrir les T1 et les T2 est très important parce que derrière l'objectif en fait sera valorisé encore plus sur cette map là que sur les autres pour pouvoir par exemple, en fait l'objectif tire directement sur les structures. Donc vous allez pouvoir en tombant le T1, les tirs passeront directement sur, directement sur le T2. Etc. Si vous avez ouvert au préalable le T1, vous avez tombé les tourelles, bien, au lieu de gaspiller ses tirs sur la tourelle, il prendra un T1. Donc c'est toujours bien sûr l'optique ici. Encore une fois, peut-on, si on ne peut pas ouvrir les forts, peut-on faire un boss? Et oui, le boss arrive assez tard effectivement, mais pourquoi faire un boss s'il reste un T1? Alors bien sûr, comme je le rappelle, parce que je sais que cette ligne-là, il y a toujours des exceptions, etc. Ce n'est pas une vidéo qui sera là à appliquer à 100% dans tous les cas, mais dans plus de 90% des cas, c'est l'analyse que vous devez essayer d'avoir dans Heroes of the Storm. Et du coup, le boss arrive assez tard, parce qu'en fait, si le T1 est encore debout, bien portant, avec des tourelles, des murs, etc., ce boss sera moins valorisé. Évidemment, le boss aura moins d'impact. Alors bien entendu, un boss à 30 minutes de jeu, il va tout casser, d'accord, mais il aura beaucoup plus d'impact si vous avez pris un T1 ou un T2 au préalable pour valoriser ce boss. Si un T2 est encore debout, bah le boss il est pas sûr de finir la game. Si vous avez pris le T2, le boss il arrive sur un corps, vous avez beaucoup plus de chances de gagner la game. Donc voilà pourquoi le boss arrive assez tard. Peut-on faire un boss en 5ème position? Très important. Et là par exemple sur Braxis, le boss, on va plutôt privilégier les vagues de Zerg, qui aura plus d'impact qu'un boss. Mais si on peut en plus envoyer boss plus objectif, bon bah là c'est champagne sur les seins bien entendu. Mais voilà, il arrive en 5ème position. Ensuite, il commence à pointer le bout de leur nez. Les mercenaires. Alors ce n'est pas en l'occurrence tous les mercenaires, c'est leurs mercenaires. Nous sommes ici, encore une fois je reprends l'exemple vidéo que j'ai. Nous avons pris des kills. Imaginons que l'objectif est inatteignable, il n'y est pas là. En plus il n'est pas là, hein. Regardez, il n'est pas là. On voit la barre mais il n'est pas là, on le voit pas. Donc facile à imaginer pour vous. On peut pas prendre l'objectif, on ne peut pas prendre. Vous voyez, les T1 ils sont déjà tombés, les T2 ils sont beaucoup trop lents, on n'aura jamais le temps d'aller les tomber. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, plutôt que d'aller faire nos mercenaires qui sont ici tranquillement à l'abri chez soi, pourquoi ne pas plutôt se diriger vers leurs mercenaires? Pourquoi faire les mercenaires ennemis avant les propres mercenaires? Je rappelle que nous sommes dans une situation où nous avons fait un kill, donc nous avons un avantage numérique. Nous sommes en supériorité numérique. Nous sommes 5, ils sont 3. Si nous sommes 5, bien les 3 adversaires vont peut-être gagner en teamfight, sait-on jamais, ils peuvent gagner un 3v5, hein. Il y a jamais de... C'est des probabilités, hein. C'est quand même difficile à faire, mais sait-on jamais. Donc, normalement on a un avantage assez conséquent. Est-ce qu'ils peuvent vraiment nous empêcher de faire un camp de mercenaires, en l'occurrence leur camp de mercenaires? Donc pourquoi leur camp de mercenaires? Parce que justement, déjà, bon bien sûr ça va prendre, vous allez prendre de l'XP, c'est très peu d'XP un camp de mercenaires, vous allez prendre de l'XP, et surtout, eh bien, vous allez enlever un avantage potentiel à l'ennemi. L'ennemi, il va vouloir mettre de la pression sur les lanes, il va vouloir justement gagner, il va vouloir push pour pouvoir avoir un impact plus grand pour essayer de finir la partie. Si vous envoyez son hardcamp contre lui, c'est normalement un avantage qu'il devrait avoir. C'est pas pour rien qu'on parle du hardcamp des bleus, puisqu'il est du côté des bleus, alors que le hardcamp des rouges est de ce côté-ci. S'il y avait un camp ici, ce serait un camp neutre puisqu'il est entre les deux.
Et du coup là vous enlevez un avantage à l'adversaire tout en profitant d'un bonus, un léger bonus. Après le hardcamp peut potentiellement finir la game évidemment, mais c'est... non je rigole, hein, il peut pas finir, enfin il peut finir la game mais c'est rare quand même. Mais du coup c'est tout simplement priver l'adversaire d'un avantage. Alors vous comprenez bien que c'est pour ça qu'il arrive si bas en position, parce que prendre un camp de mercenaires c'est pas non plus incroyable, mais c'est priver, toujours dans l'idée de priver l'ennemi d'une ressource importante. Et bien sûr c'est pour ça que les mercenaires ennemis arrivent en 6ème position. En 7ème position, si jamais vous n'avez pas pu finir, vous ne pouvez pas prendre un T2, vous ne pouvez pas prendre l'objectif, vous ne pouvez pas prendre de fort, vous ne pouvez pas prendre de boss, il n'y a pas de boss, vous ne pouvez pas faire leurs mercenaires, les lanes. C'est tout bête. Sur Heroes of the Storm, bien sûr, les lanes normalement arrivent en première position, puisque en 5 contre 5, récupérer l'XP, on l'a dit, c'est le nerf de la guerre, donc normalement les lanes arrivent en première position. Pourquoi elles arrivent si tard? Parce que normalement, vu que vous êtes en supériorité numérique, vous avez un avantage, vous devez forcer du coup, puisque vous avez un avantage, profitez de cet avantage. Et en l'occurrence, si jamais rien d'autre n'est possible, les mercenaires, vous n'allez pas faire les vôtres, l'importance bien sûr c'est l'expérience, du coup allez récupérer l'expérience sur les lanes. Ça bien sûr c'est après la possibilité de faire un camp ennemi, mais ça se chevauche rapidement. Mais un mercenaire, les camps de mercenaires ennemis, vous n'allez pas vous diriger, vous avez pris un kill top, vous n'allez pas aller bot pour faire le camp de mercenaires ennemis. Il faut rester logique bien sûr, c'est dans la mesure du possible. Là par exemple ce serait très facile de faire un hard camp, mais évidemment là dans la situation réelle on le fait après avoir pris l'objectif. On n'a pas fait le boss mais on a pris l'objectif avant. On se dirigera vers le camp de le hard camp plus tard. Il a une seconde importance. Donc les lanes ici elles étaient déjà soak, on va récupérer un petit peu l'expérience par la suite. Mais voyez elles arrivent assez tardivement, mais bien sûr les lanes c'est la chose primordiale sur Heroes of the Storm. Mais là on est bien sûr dans une situation où on a fait un kill. Et en dernière position, nos propres mercenaires. On n'a pas la possibilité de récupérer les vagues d'XP. Ça arrive fréquemment. Vous avez push, au lieu que les vagues, voilà vos vagues se heurtent ici, elles peuvent se heurter sous le T1, donc pas possible de récupérer l'XP. On a déjà suffisamment push, donc c'est impossible de récupérer l'XP. Pareil en bot, imaginons que la vague de sbire est ici. À ce moment-là, les camps de mercenaires ennemis ont été déjà faits au préalable ou sont déjà faits, ou sont tout simplement en temps de recharge. Le boss, il n'y en a pas, imaginons il n'y a pas de boss, l'objectif n'a pas encore pop. Et bien à ce moment-là, faire un camp de mercenaires, votre camp de mercenaires, puisque vous n'avez rien d'autre à faire. C'est rare, bien sûr, c'est rarissime de prendre un kill et de devoir s'arrêter sur les mercenaires. C'est la dernière étape. Malheureusement, parfois cette étape-là arrive beaucoup trop, je le vois dans les tableaux noirs évidemment, mais vos mercenaires ont très peu d'impact. Quand vous avez pris un kill, vous êtes en situation dominante par rapport à l'adversaire. Vous devez profiter de cette situation dominante. Et c'est pour ça que faire vos mercenaires arrive si bas dans la liste, puisque normalement vos mercenaires vous allez les faire plutôt pour préparer un futur objectif, ou tout simplement quand toutes les lanes d'XP sont récupérées, top, mid, bot. Bon là en l'occurrence on est sur une mappa de lane, et du coup si les mappas de lane sont récupérées et que ça se passe bien pour nos coéquipiers, bah on peut aller faire un camp pendant ce temps, envoyer de la pression sur une lane. Mais quand vous avez pris un kill, vous n'êtes pas en situation égale. Justement, vouloir faire un camp, c'est pour essayer de prendre un avantage sur l'adversaire. Si vous êtes en 5v4, vous avez déjà cet avantage. Donc faire un mercenaire vous fait perdre du temps, alors que vous pourriez profiter justement de cet avantage pour faire des choses qui sont beaucoup plus hautes dans cette liste et qui sont beaucoup plus importantes pour pouvoir gagner une partie sur Heroes of the Storm. Voilà, alors encore une fois, bien entendu, cette vidéo, il faut que je le rappelle, mais on va dire cet ordre de choses à faire et de choses auxquelles penser, c'est tout simplement quand vous avez pris un kill. Encore une fois, en 5v5, compact et face à face, ce ne sont pas les mêmes règles qui vont être, on va dire, listées comme ça. Donc là, c'est vraiment un ordre hiérarchique si vous avez pris un kill et du coup, vous avez déjà un avantage sur l'adversaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo assez courte, mais c'est très important bien sûr sur Heroes of the Storm, parce que très souvent, et je le vois dans les retours que j'ai sur mes streams ou sur YouTube, où beaucoup se posent la question: Malga, j'ai fait un kill, je ne sais pas trop quoi faire après avoir fait un kill, quelles sont vraiment les priorités? Eh bien j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Évidemment ce n'est pas dans 100% des cas, tout dépend de situation. Un MOBA, c'est de l'adaptation, il faut s'adapter à la situation, il faut s'adapter à votre équipe, il faut s'adapter à la map, il faut s'adapter à tout. Et voilà, c'est vraiment une liste qui pourra vous aider justement à mieux appréhender quoi faire après avoir réussi à être en supériorité numérique, donc avoir fait un kill. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos retours, vos questions bien entendu. Est-ce que vous avez d'autres idées pour des From Zero to Heroes, sachant que j'en prépare d'autres bien entendu qui arrivent probablement sur les postes, les différents postes et les vrais postes, hein. Je parle pas du rôle de spécialiste bien sûr, je parle du rôle de tank, off tank,
support, off support, assassin mêlée, assassin distance. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile principalement, parce que c'est surtout ça l'idée, c'est qu'elle vous soit utile. Et ne l'oubliez pas du coup, alors bien sûr à ne pas retranscrire à 100%, mais voilà, que vous ayez cette... même si ça peut s'approcher des 100%, mais voilà, c'est juste vraiment un repère, un guide pour vous remémorer quoi faire justement sur Heroes of the Storm. En attendant, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'oubliez pas, mais ça nous soutient bien entendu, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à commenter, que ce soit des observations, des questions. La section commentaires est là pour ça. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux que vous pourrez trouver dans la description, et de suivre les autres From Zero to Heroes. Et je vous invite bien sûr, si vous voulez vous améliorer sur Heroes of the Storm, à consulter les vidéos de tableau noir où c'est beaucoup plus générique. Il y a tous les sujets qui sont abordés dans le tableau noir. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces vidéos vous plaisent. Nous en tout cas on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, et à plus dans le Nexus.